Alors évidemment, la ville de Kobani résiste toujours aux assauts des militants de l'État islamique, mais évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de progrès notable enregistré depuis que la coalition internationale est entrée en action. En tout cas, les forces de l'État islamique n'ont pas été stoppées ou ne semblent pas touchées par ces frappes de la coalition. On va s'interroger ce soir justement sur cette stratégie. Est-elle la bonne? On voit que la Turquie, pour l'instant, n'entre pas dans ce conflit. On va en parler avec nos experts. Bonsoir Rafi Yerouchalmi, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Ali Waked, bonsoir, expert pour le monde arabe et musulman. Alors une question simple à qui vous a été posée aujourd'hui via le site internet day24news.tv. Cette stratégie mise en place a-t-elle sous-estimé justement l'État islamique? On va voir quelles sont les réponses avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. Et voilà la question que nous avons posée aujourd'hui aux internautes. La coalition a-t-elle sous-estimé la force de l'État islamique? Alors je vous propose de regarder tout de suite ce qu'ils en pensent. Et vous le voyez, ce soir, c'est le oui qui l'emporte très largement à 88%. Une écrasante majorité des votants pense donc que la coalition des pays créée par Barack Obama pour anéantir les djihadistes de l'État islamique n'en fait pas assez. Il y en a quand même 9% qui pensent le contraire et puis 3% de nos votants sont sans opinion à ce sujet. Alors, nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous laisse les découvrir tout de suite sur cet écran. Et on commence avec Monique Naïm Million. Selon elle, les pays membres de la coalition sont tellement freinés par les droits de l'homme, qui vont pour les uns et pour les autres, qu'on ne peut plus agir. La bonne conscience rend mou, selon elle. Il y a aussi Nicole Guez qui écrit que oui, effectivement, la coalition a sous-estimé l'État islamique, comme elle a sous-estimé la radicalisation islamique à l'intérieur de ses frontières. Mais maintenant qu'elle la connaît, à elle de faire en sorte que cette menace disparaisse. A l'inverse, Laurence Guillarmou nous écrit qu'ils n'ont pas sous-estimé les djihadistes de l'État islamique, qu'il faut juste cesser d'être aussi impatient. Une coalition prend du temps, selon elle, elle prend du temps à se construire, et la destruction de cette organisation ne se fera pas en quelques semaines. Un avis partagé par Marc Jobert. Pour lui, la coalition fait bien son travail. Les principales bases de l'État islamique sont visées par des bombardements quasi quotidiens, et depuis plus, eh bien, l'armement des combattants kurdes va sûrement les aider à retourner la situation en leur faveur. Il nous écrit « Je n'ai aucun doute, ils vont finir par affaiblir et neutraliser ces barbares ». Voilà Jean-Charles pour l'avis de nos internautes, assez unanime ce soir comme vous l'avez vu. Je vous laisse à présent débattre avec vos invités et puis je vous rappelle également que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook, sur Twitter et puis voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci beaucoup Julia Ganancia donc pour ces premières indications qui ne laissent pas de place tellement au doute. C'est votre avis aussi pour l'instant la coalition fait fausse route dans sa stratégie contre l'État islamique? Oui, je pense que tout le monde partage cet avis. Il ne faut pas être un grand stratège pour comprendre que les décisions prises par cette coalition sont complètement à côté de la plaque, complètement inefficaces. Il faut aussi se poser la question: jusqu'à quand va-t-on considérer ce problème comme un problème militaire, stratégique, et ne pas comprendre une fois pour toutes qu'il s'agit d'une crise humanitaire? Il s'agit maintenant d'une mission humanitaire. Il ne s'agit pas de détruire ISIS. Qu'on y arrive ou non, c'est une autre question. On nous rabâche sans cesse que c'est impossible, comme on nous a rabâché qu'il est impossible de détruire le Hamas. Ce sont les faux slogans que les politiciens diffusent, c'est tout à fait possible, mais admettons que ça coûte cher, que ça prenne du temps, que ça coûte des vies humaines. Une chose est certaine, il y a maintenant une crise humanitaire que le monde laisse se développer d'une façon intolérable, et là, il n'y a plus de considération militaire à prendre. Il y a à prendre des risques pour sauver des vies humaines. Nous parlons de centaines de milliers de vies humaines. En Irak, en Syrie, chez les Kurdes, c'est d'une ampleur incroyable. C'est comme si Ebola s'était déjà répandu. Alors c'est aussi comme si on essayait de détruire Ebola par des sorties aériennes. Ouais. Voilà. Ali Waked, c'est vrai quand on a évoqué au départ cette coalition, imaginez qu'avec des frappes aériennes, elle allait pouvoir finalement stopper l'avancée de ces djihadistes, et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Jean-Charles, ce n'est pas seulement la politique militaire adoptée par la coalition. Maintenant, moi, je vais attaquer cette notion de coalition. Moi, je ne veux pas de coalition au sein de cette coalition. On a parlé tellement des intérêts vraiment paradoxaux.
paradoxal des membres de cette coalition, le Qatar et l'Arabie saoudite, qui étaient soupçonnés par l'Irak et la Syrie d'avoir soutenu ces rebelles, l'État islamique et le Front al-Nusra. De l'autre côté, la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, mais qui est accusée par les Kurdes de donner un soutien à l'État islamique. On a vu récemment la libération de quelques dizaines ou de quelques centaines de militants de l'État islamique, parce que la Turquie n'est pas encore décidée est-ce que ça vaut le coup de joindre cet effort international, ou est-ce qu'il est encore temps à laisser l'État islamique s'emparer des enclaves kurdes pour affaiblir les Kurdes, les principaux rivaux des Kurdes dans cette région. Et bien sûr la Turquie qui essaie de plier la main de cette coalition internationale en conditionnant joindre cette coalition seulement si on voit des attaques contre le régime Assad et l'entraînement, l'armement des rebelles anti-Assad. Mais ce qui est étonnant, on parle d'une stratégie internationale, et la seule stratégie, c'est celle de l'État islamique, qui avance sur plusieurs fronts, sur les frontières entre le Liban et la Syrie, entre la Syrie et la Turquie, au milieu de l'Irak. Donc pour le moment, la communauté internationale, je ne veux pas employer la notion de coalition internationale, la communauté internationale n'est pas décidée. Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout, ou est-ce qu'elle va encore manœuvrer entre les intérêts de ses membres? Ouais, c'est vrai que pour l'instant, les résultats sont peu visibles de ce qu'a fait pour l'instant cette... Si on parle de le langage américain, cela va prendre des mois, cela va prendre des années. Lorsque nous constatons ce qui s'est passé le mois dernier, si ça prend des mois et des années, ça veut dire que c'est comme un glacier qui avance, ISIS, et que pendant ces mois et ces années, ils vont conquérir de plus en plus de terrain. Ils vont menacer Bagdad. Ils étaient presque sur le point de prendre l'aéroport de Bagdad. Alors les Américains, tout d'un coup, ont fait intervenir les hélicoptères Apache à la dernière minute, mais c'est quand même aussi une réaction des troupes irakiennes sur le terrain qui a plus ou moins sauvé la mise. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ils vont revenir vers Bagdad. Je ne suis pas certain que ce soit leur objectif principal. Je pense qu'ils vont faire d'abord une extension géographique et encercler justement les points importants, les capitales comme Bagdad, sans nécessairement les attaquer immédiatement maintenant de front. Je pense qu'ils ont plutôt maintenant cet avantage de s'étendre. Plus ils s'étendent, plus ils sont difficiles à frapper par voie aérienne, plus ils peuvent se disperser, s'organiser. Et donc le temps sur lequel compte Monsieur Kerry, par exemple, joue en fait uniquement en la faveur d'ISIS. Chaque jour, des dizaines au minimum de jeunes arrivent en Irak et en Syrie pour rejoindre les rangs d'ISIS, pour renforcer les troupes. Chaque jour, par les réseaux sociaux, de nouveaux adeptes sont recrutés dans les capitales du monde entier, approchant l'échéance d'un attentat qui peut être soit quelques coups de feu tirés au hasard dans une école à Paris ou à Londres, mais aussi un attentat plus sérieux qui peut-être à ce moment-là forcerait les Européens ou les Américains à prendre leurs responsabilités. N'oublions pas intervenir au sol, c'est ça, à votre avis, prendre des responsabilités? La seule responsabilité qu'ils ont, c'est d'intervenir au sol. Le général Dempsey, le chef des armées américaines, l'a plus ou moins bredouillé. Et il s'est fait taper très vite sur les doigts. Mais il est évident que sans une intervention au sol, tout ce qu'on vous raconte est complètement idyllique et utopique. L'armée irakienne, même si on doit la former, alors si combattre ISIS, ça va prendre 3 ans, former une nouvelle armée irakienne qui soit au niveau, ça prendra 10 ans. Donc, tout ça est complètement irréaliste. Jean-Charles, on va revenir, Jean-Michel s'est concentré sur l'aspect militaire, bien qu'il a défini cette crise humanitaire. Moi, je vois que si on juge depuis l'an 2000, où le monde libre a déclaré cette guerre anti-Al-Qaïda, surtout après les attaques de 11 septembre, on voit que l'islam radical ne cesse que progresser. On peut le battre localement, on peut le battre d'une façon ponctuelle, mais c'est une vague
vague qui continue à grandir, qui continue à attirer les jeunes dans le monde arabe, et on voit aussi dans les États, les jeunes musulmans dans les États europééens. Et c'est que... Et même non-musulmans, et même des non-musulmans. Vous savez, moi j'ai discuté avec un professeur d'université au Caire qui est un libéral, mais il me dit, si jamais il y a quelque chose de positif dans ce que fait, dans les atrocités de l'État islamique, c'est qu'ils sont en train de barrer les lignes de Sykes-Picot. Et ça, ce qui attire l'attention de la jeunesse musulmane, que la géographie qui a été imposée à cette région par les Occidentaux, notamment les Occidentaux chrétiens, ce groupe, qui soit cruel, qui massacre des gens, il est en train de bouleverser l'ordre mondial qui a été imposé à cette région par des gens qui sont étrangers à cette région. Bien sûr, il y a aussi l'idéologie islamique qui attire la jeunesse. Là, justement, en Israël, on vient d'apprendre qu'il ne s'agit pas de 7, 8, mais du coup, on parle peut-être d'une trentaine, voire quelques dizaines qui joignent Al-Nusra et l'État islamique. Donc, il y a ici un phénomène que le monde doit donner l'avis sur ce qui se passe. Essayez de battre l'État islamique. On aura demain le super-État islamique, comme on a vu l'expérience avec Al-Qaïda. Les outils militaires ne doivent pas être les seuls à battre l'État islamique. Tant que la jeunesse dans le monde arabe et dans le monde musulman n'a pas d'alternative, tant que les pays musulmans figurent parmi les pays les plus pauvres au monde, l'État islamique avec ses conquêtes, il y a des conquêtes en Irak, en Syrie, le tiers de la Syrie, une bonne partie de l'Irak, et là maintenant les batailles sur les frontières entre le Liban et la Syrie donnent à la jeunesse musulmane l'espoir qu'il y a une force musulmane qui peut faire face aux forces et aux superpuissances occidentales. Avec une petite précision, c'est que le remodèlement de la carte, alors c'est vrai que les lignes arbitraires tracées par les Occidentaux ont divisé cette région de façon illogique, irrationnelle, créant des tensions qui auraient pu être évitées. Mais le remodèlement actuel dont vous parlez va ramener cette région à 1000 ans en arrière. Elle va ramener cette région à un remodèlement qui n'a rien à voir avec des États qui peuvent être gérés d'une façon moderne. Elle va retomber dans le tribal, dans la guerre des clans. Elle va se diviser. L'État moderne ne figure pas dans l'agenda de l'État islamique. Pour eux, il y a un seul État islamique dirigé par le calife, leur calife dans ce cas-là. Et il faut pas barrer seulement les frontières, il faut barrer cette notion d'État. Entre musulmans, il n'y a pas d'État. Entre musulmans, il y a un seul État. Il n'y a jamais eu d'État. C'est pour ça que les États musulmans ne marchent pas. C'est parce qu'il reste toujours la dominance tribale, la dominance des clans, des grandes familles, et c'est ça qui est la vraie mosaïque. Alors on devrait, comme Jean-Jacques Rousseau a dit, la démocratie ne peut marcher que dans des petits États où il n'y a pas trop de monde. On devrait, à mon avis, décortiquer effectivement le Moyen-Orient et peut-être donner à chaque clan et à chaque grande famille sa parcelle. Et là, à l'intérieur, peut-être nous arriverons à une démocratie. Nous allons en tous les cas certainement remodèlement ou pas des cartes ou des frontières, vers une des pires dictatures que l'humanité ait connues, et même le monde arabe. Je pense que si des jeunes peuvent être attirés par quoi que ce soit dans ISIS, même par les messages les plus mystiques, ils ont besoin d'un sérieux traitement psychiatrique. Parce que je crois que vraiment ce qui les attire, c'est la violence, c'est une révolte qui n'a rien à voir avec l'islam, qui n'a rien à voir avec cette région, et des comptes à régler, souvent même personnels ou régionaux, mais en Europe et en Amérique et pas ici. Bon, en tout cas, les résultats sont là aujourd'hui et cet État islamique continue d'avancer. La Turquie, je voudrais qu'on en dise un mot, il reste une minute, un peu plus, mais l'attitude de la Turquie quand même est étonnante aujourd'hui. Accepter d'avoir à sa frontière bientôt peut-être l'État islamique, c'est quelque chose que les Turcs vont tolérer, à votre avis, sans intervenir? Bon, l'opposition turque a déjà accusé Erdogan de financer et de soutenir l'État islamique pour essayer de battre les Kurdes et pour utiliser l'État
l'État islamique comme une carte face à la communauté internationale, surtout quand il demande que cette coalition s'engage aussi en Syrie et non pas seulement en Irak. La question c'est jusqu'à quand cette communauté internationale va tolérer ce double jeu de la part de la Turquie. Eh ben voilà, ça c'est une des questions, effectivement. Vous les voyez intervenir, les Turcs ou pas? Enfin, en 20 secondes. Moi, là. je vois Erdogan et certains membres de cette coalition comme de très bons candidats dans le futur à comparaître au tribunal de la Haye pour non-assistance à personne en Pas au danger tribunal de la paix, hein. et complicité Tribunal de de la Haye. génocide. Merci Rafi Jérusalemi, merci Ali Waked, évidemment. On suit ça de très près sur Actu24 News. Dans un instant, je reçois l'un des représentants du Fatah. Il s'agit de Dimitri Diliani. Sa position, évidemment, après la visite de Ban Ki-moon aujourd'hui, il sera l'invité du Grand Direct. Restez avec nous tout de suite.